Arthur est un roi tyrannique qui règne sur le monde d'une main de fer. Durant son ascension vers le trône, Arthur a massacré ses ennemis, bombardé des villes et commis d'innombrables atrocités, tout cela au nom du pouvoir. Mais un jour, alors qu'il réfléchit à tout ce qu'il a fait, il est submergé par un sentiment de culpabilité, et l'instant suivant, il meurt d'une crise cardiaque. Alors qu'il descend lentement dans les abysses, une voix l'appelle et lui dit qu'elle va lui donner une seconde chance de vivre, alors il ferait mieux de ne pas la gâcher cette fois. Quelques instants plus tard, Arthur ouvre les yeux et trouve deux personnes penchées sur lui. L'homme dit s'appeler Reynold et être le père d'Arthur, tandis qu'Alice ici présente est sa mère. Ils ne s'attendent pas vraiment à ce que leur nouveau-né comprenne ce qu'ils disent, mais ils sont tellement heureux de la voir. Arthur réalise peu à peu que ces personnes sont vraiment ses parents, et qu'il vient de naître il y a une minute. Il a encore du mal à croire qu'il est à nouveau un bébé, mais il ne peut nier que ses parents sont vraiment doués pour s'occuper de lui. Dans l'ensemble, il est plutôt content, mais il n'aime toujours pas le fait d'être coincé dans un corps de bébé. Il a une tête surdimensionnée, il ne peut pas parler, et toutes les quelques heures, il remplit sa couche involontairement, donc il a perdu tout contrôle. Mais ensuite, il remarque quelque chose d'encore plus étrange que sa situation actuelle. Il observe Reynold canaliser de l'énergie dans ses poings et réduire un rocher en miettes. Arthur est stupéfait car c'est un pouvoir qu'il ne connaissait pas, malgré toutes ces années en tant que souverain du monde. Cet exploit est apparemment assez impressionnant. Alors Reynold est fier de lui et se tourne vers sa famille pour qu'il le félicite, mais il ne fait pas attention à son environnement, et une pierre lui tombe directement sur la tête. Alice s'inquiétait que quelque chose comme cela puisse arriver, alors elle s'approche de lui et commence à utiliser la magie pour soigner la blessure de Reynold, mais elle l'avertit d'être plus prudent la prochaine fois qu'il voudra frimer. Reynold essayait peut-être juste de se vanter, mais quand il est sérieux, ses poings ne sont pas une blague, car il peut facilement tuer un sanglier d'un coup lorsqu'il part à la chasse, et sa présence rend les choses beaucoup plus faciles pour les membres de son groupe. À la fin de la partie de chasse, Reynold retourne auprès de sa famille et prêt pour un câlin de bienvenue, mais il se rappelle alors qu'il est encore couvert de sang de sanglier, donc il va devoir se laver d'abord. Arthur a appris deux choses en voyant cela. Premièrement, ce monde est si dangereux qu'il est courant que les gens possèdent des armes pour se protéger. Et deuxièmement, il va devoir apprendre à se battre s'il veut vivre librement dans ce monde. Maintenant que Reynold est de retour, Alice dit qu'il est temps de coucher Arthur pour sa sieste. Normalement, il serait contrarié d'être traité comme un bébé, mais c'est une partie qu'il apprécie vraiment. Dans sa vie précédente, il avait rarement l'occasion de dormir paisiblement car les gens essayaient toujours de l'assassiner quand il s'y attendait le moins. Bien sûr, il pouvait facilement vaincre tous ceux qui l'attaquaient, mais c'était incroyablement stressant. Les mois passent, et les membres d'Arthur sont enfin assez forts pour lui permettre de se déplacer tout seul. La première chose qu'il fait avec sa nouvelle mobilité est d'aller vers un miroir pour s'observer longuement. Ses parents trouvent mignon qu'Arthur soit si fasciné par son reflet, mais il se rend simplement compte qu'il est vraiment un bébé. Quoi qu'il en soit, comme Arthur peut maintenant se déplacer seul, quand Alice le couche pour sa sieste plus tard dans la journée, il met son plan à exécution. Dès qu'elle quitte la pièce, il ouvre les yeux et jette sa couverture hors du berceau pour pouvoir descendre et s'échapper. Il commence alors à ramper sur le sol pendant qu'Alice est occupée à faire la vaisselle, et elle doit être vraiment concentrée car Arthur traverse toute la pièce sans qu'elle ne le remarque. Une fois arrivé, il ouvre la porte de la bibliothèque de la maison et sort un livre car il a besoin d'en apprendre plus sur ce monde. Après avoir lu l'un des livres, il apprend que ce continent s'appelle Dikavan et qu'il est divisé en 3 royaumes. Le royaume des ténèbres, une nation de nains vivant dans de vastes cités souterraines, le royaume d'Elanor, une nation d'elfes vivant au plus profond de la forêt, et le royaume de Saping, un royaume humain dirigé par un roi, bien qu'ici personne n'ait jamais bombardé de ville pour prendre le pouvoir. Arthur veut encore en apprendre plus, alors il sort un autre livre, qui lui apporte des réponses dont il avait bien besoin. Arthur avait remarqué que le niveau technologique de ce monde est faible, et la raison en est la présence de la magie. Les gens peuvent utiliser la magie en manipulant le mana dans leur corps, et bien que ce ne soit pas très commun, la magie est une part importante de la vie dans ce monde. Les gens peuvent utiliser la magie de 2 manières, l'augmentation et l'invocation. L'augmentation consiste à faire circuler le mana dans son corps, ce qui confère à l'utilisateur une force, une défense et une agilité incroyables, tandis que les invocateurs peuvent projeter leur mana vers l'extérieur et l'utiliser pour contrôler n'importe quel phénomène qu'ils désirent. Cela résume à peu près les informations sur le système de magie de ce monde, mais Arthur ne trouve rien sur la magie de guérison qu'Alice a utilisée plus tôt, alors il suppose qu'elle doit être une exception d'une certaine manière. D'après ce qu'Arthur peut comprendre, la plupart des gens manifestent leur mana à la puberté, et en canalisant ce mana à travers quelque chose appelé un noyau de mana, on peut apprendre à le contrôler et devenir un mage. C'est facile à comprendre pour Arthur car, dans sa vie précédente, il est arrivé au pouvoir grâce au pouvoir inné de Kai en lui, qui fonctionnait exactement comme le mana,
Alors il essaie de concentrer toute son énergie pour voir s'il peut générer une réaction, et effectivement, un noyau de mana commence à se développer. C'est un énorme pas en avant dans le développement d'Arthur. Avant qu'il ne puisse s'entraîner davantage, Alice le trouve enfin. Elle était folle d'inquiétude depuis qu'elle a réalisé qu'il n'était pas dans son berceau, alors elle est soulagée qu'il n'ait pas été blessé. Mais alors qu'elle le porte, elle remarque que quelque chose est différent chez lui. Arthur craint qu'elle ait senti le mana en lui, mais elle a simplement remarqué qu'Arthur s'est encore sali. 2 ans passent, et Alice écrit dans son journal un jour, elle est si reconnaissante qu'Arthur grandisse fort et en bonne santé, mais elle commence à s'inquiéter un peu car elle n'a pas vu Arthur sourire une seule fois depuis sa naissance. C'est alors qu'elle remarque Reynolds et Arthur dehors, et on dirait que Reynolds donne des leçons d'épée à Arthur. Arthur semble très intéressé, mais Alice est furieuse que Reynolds laisse un enfant de 2 ans brandir un bâton dangereux. À présent, Arthur a réalisé qu'Alice n'est pas quelqu'un qu'on veut mettre en colère, alors il va devoir faire attention à ne pas l'énerver. Pour éviter d'autres activités dangereuses, Alice décide d'emmener Arthur en ville pour lui faire visiter, et Arthur est particulièrement excité car cela lui donnera l'occasion de recueillir des informations précieuses de première main sur ce monde. Il peut discerner le niveau technologique de cette nation en regardant les armes vendues au grand public, et il voit aussi diverses substances qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Le meilleur, c'est qu'il a pu voir un mage lancer de la magie de feu de près, donc dans l'ensemble, cette excursion s'est avérée incroyablement précieuse pour lui. À la fin de la journée, le corps de bébé d'Arthur est épuisé par toute cette activité, alors il a du mal à rester éveillé, et Alice veut le coucher pour sa sieste dès qu'il rentre. Aussi limitante que soit cette nouvelle vie, Arthur en est venu à apprécier la vie avec des parents aimants. Dans sa vie passée, Arthur a été abandonné sans rien, alors il a été forcé de passer toute son enfance dans un orphelinat et n'a jamais connu l'amour parental, donc c'est un changement agréable pour lui. Arthur s'endort bientôt sur l'épaule d'Alice, alors elle le porte vers son berceau, et en chemin, elle lui dit à quel point elle est fière de lui pour avoir appris tant de choses. Elle a remarqué toutes les fois où il s'est faufilé hors de son lit pour lire des livres, et elle a vu à quel point il était excité de voir le monde extérieur, alors elle est sûre qu'il a l'esprit aventurier. Elle suppose qu'il a dû hériter cela de Reynolds, et tôt ou tard, Arthur voudra quitter la maison pour voir le monde par lui-même. Personnellement, elle préférerait qu'Arthur mène une vie paisible ici, mais tant qu'il est heureux, elle le soutiendra quoi qu'il arrive. Le lendemain, Arthur se tient près de la fenêtre et regarde Reynolds s'entraîner dans le jardin. Il est intéressé de voir à nouveau les applications de la magie de près, alors il observe avec enthousiasme Reynolds commencer à faire circuler le mana dans son corps. Finalement, des roches commencent à s'élever du sol, et Reynolds fait comme si c'était la plus grande chose au monde, mais en réalité, c'est assez pitoyable. C'est la limite des compétences de Reynolds en matière d'invocation, mais c'est parce que sa spécialité est l'augmentation, donc sa magie est bien plus efficace quand il l'utilise à l'intérieur de son corps. Voir le pouvoir de son père motive Arthur à aller s'entraîner, mais juste au moment où il s'apprête à descendre de la table, Alice lui dit qu'il est temps de faire la sieste. Arthur ne peut toujours pas parler, alors il commence à geindre en passant devant l'étagère à livres, mais Alice lui dit qu'il doit faire la sieste, donc pas le temps pour les livres maintenant. Normalement, Arthur ne pourrait rien y faire, mais il a récemment appris une technique légendaire, faire la moue. Arthur a maîtrisé l'art d'utiliser sa mignonnerie de bébé comme une arme, alors même qu'Alice veut toujours le coucher pour la sieste, elle finit par céder et le laisse lire son livre. Une fois seul, Arthur commence à s'entraîner avec son noyau de mana, et au cours des 2 dernières années, il a réussi à devenir plutôt bon. En rassemblant divers fragments de mana dans son corps, il a pu générer un noyau de mana en lui, et bien que cela ait été incroyablement éprouvant, ça en valait la peine. Maintenant, avec un peu plus d'effort, il devrait pouvoir lancer son premier sort, mais Arthur sous-estime drastiquement la puissance de son mana et fait accidentellement exploser la maison. Alice et Reynolds étaient dehors quand l'explosion s'est produite, et elle était si énorme que le dos de Reynolds est gravement brûlé, mais lui et Alice vont bien sinon. Cependant, il réalise vite qu'Arthur était encore dans la maison quand elle a explosé, alors il se précipite à l'intérieur pour vérifier s'il est encore en vie. Un bébé n'aurait pas pu survivre à une explosion d'une telle magnitude, mais quand Reynolds arrive à la bibliothèque, il est choqué de voir qu'Arthur n'est pas seulement indemne, mais qu'il était aussi la source de l'explosion. Il a à peine 3 ans, donc il n'aurait pas dû être capable d'utiliser la magie avant au moins 12 ans, pourtant Arthur est déjà pratiquement un maître du mana. Il se tient fièrement et regarde ses parents, mais il oublie que la maison s'effondre, alors quand 2 poutres du toit lui tombent dessus, il est totalement pris au dépourvu. Il essaie de s'enfuir, mais ses petites jambes de bébé le trahissent, alors il semble que ce soit la fin. Heureusement, Alice et Reynolds se précipitent pour le sauver, et tandis qu'Alice le protège avec son corps, Reynolds utilise sa magie pour bloquer les débris et les sauver tous les deux. Arthur est un peu choqué car c'est la première fois que quelqu'un risque sa vie pour le sauver, mais Alice est si soulagée qu'il aille bien qu'elle se met à pleurer. Arthur n'est toujours pas habitué à ce que des gens se soucient de lui ainsi, alors la voir pleurer le fait pleurer aussi. Il n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça dans son ancienne vie,
car on attendait de lui qu'il soit un roi impitoyable. À un moment donné, un homme a tenté d'assassiner Arthur, alors après qu'il ait été capturé, tout le conseil s'est réuni et s'est préparé à le condamner pour ses crimes. Et en plus de cela, il prévoyait d'envoyer la femme et le fils de l'homme dans un camp qui n'a jamais entendu parler de la Convention de Genève, donc ils étaient condamnés à être torturés et utilisés comme cobayes, parce que pourquoi pas. L'homme commence à supplier Arthur d'épargner sa famille parce qu'il ne mérite pas de souffrir pour ce qu'il a fait, et comme un acte de miséricorde, Arthur a décidé de le tuer sur le champ. C'était en gros un lundi moyen pour lui à l'époque, mais maintenant, il passe ses lundis à s'entraîner avec son père. Reynold veut qu'Arthur essaie de s'entraîner avec des gantelets, mais Arthur a déjà une vie entière d'expérience avec l'épée, donc il ne veut pas changer son arme principale. Comme Arthur insiste pour utiliser une épée, Reynold décide d'en utiliser une aussi, et pour rendre les choses un peu plus intéressantes, il va renforcer son épée avec du mana. Cependant, à sa grande surprise, Arthur fait exactement la même chose et tranche l'épée de Reynold sans effort. En voyant cela, Reynold se rend compte qu'Arthur est bien trop talentueux pour qu'il puisse l'entraîner lui-même, alors il envisage de lui trouver un professeur professionnel et entre dans la maison pour en parler à Alice. Alice rejette complètement l'idée car elle ne supporte pas l'idée d'envoyer Arthur dans une ville au hasard, juste pour qu'il puisse apprendre. Ils en avaient déjà parlé, et Reynold était censé apprendre à Arthur à se battre pendant qu'elle lui enseignerait la magie. Mais Reynold fait remarquer qu'Arthur a réussi à trancher son épée pendant l'entraînement, même si elle était infusée de mana, et l'enfant est encore un tout petit, bon sang. S'il fait des choses pareilles à un si jeune âge, alors qui sait ce dont il sera capable à l'avenir, donc Reynold pense qu'il est important qu'il ait un vrai professeur. Alice ne peut pas nier qu'Arthur est anormalement doué, mais elle déteste toujours l'idée de le laisser seul dans une école en ville, alors elle et Reynold commencent à se disputer pendant quelques minutes car ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Arthur en a marre de toutes ces disputes, alors il fait remarquer qu'ils peuvent simplement venir avec lui en ville. De cette façon, il peut toujours avoir un professeur et ses parents n'auront pas à le laisser seul. Ils n'avaient pas réalisé que c'était une option, mais cela résout tous leurs problèmes, alors ils trouvent que c'est une excellente idée. Ils commencent immédiatement à préparer le voyage, et le lendemain, une calèche arrive pour les emmener en ville. Ils voyageront avec certains de leurs anciens amis, et Arthur les reconnaît car ce sont eux qui ont aidé Alice et Reynold à reconstruire la maison après qu'il a fait exploser. Ils font tous partie d'un groupe appelé les Cornes Jumelles, et le chef, Adam, se présente à Arthur. Angela se présente également, tout en présentant Arthur à sa poitrine et en manquant de l'étouffer, et Alice regarde la scène avec joie. Heureusement, avant qu'Arthur ne s'évanouisse, Dur l'éloigne d'Angela et se présente également, mais il est un peu plus doux et donne simplement un high-five à Arthur. Arthur remarque ensuite une fille debout sur le toit de la calèche, et tu sais qu'elle essaie de frimer, parce qu'il n'y a aucune raison de se tenir là-haut en ce moment. Elle ne dit rien, donc les autres disent à Arthur qu'elle s'appelle Jasmine, et le dernier membre de l'équipe est Hélène Larcher. Maintenant que les présentations sont enfin terminées, le groupe doit se mettre en route, alors ils montent tous dans les chariots et partent. En chemin, Alice demande à Arthur s'il est excité pour son premier grand voyage, et Arthur répond oui, mais intérieurement, il pense à quel point ce monde est primitif. Ils utilisent encore des calèches tirées par des chevaux pour voyager ici, alors que dans l'ancien monde d'Arthur, il avait toute une flotte de voitures volantes qu'il pouvait utiliser à tout moment. Après avoir voyagé presque toute la journée, le groupe décide de faire une pause déjeuner, alors ils installent le campement, mais dès qu'ils s'arrêtent, ils sont attaqués par des loups. Bien que ces loups soient plutôt stupides car ils n'ont même pas essayé d'encercler le groupe, ils ont juste foncé droit dedans et se sont fait éclater par l'équipe d'aventuriers en un instant. Arthur trouve toute la scène intéressante, car c'est la première fois qu'il voit un vrai combat dans ce monde, et il a l'intention de devenir assez fort pour gérer seul des menaces comme celle-là bientôt. Puisqu'ils ont maintenant beaucoup de viande de loup morte, le groupe décide de la cuisiner pour le dîner ce soir, mais ils n'ont pas d'épices, donc ce sera juste de la viande grillée nature. À ce moment-là, Alice remarque que le bras de Reynold est légèrement blessé, alors elle propose de le soigner, mais avant qu'elle ne le fasse, Jasmine lui dit d'attendre un instant. Tous les autres se rassemblent autour d'Alice pour surveiller les environs, car les guérisseurs comme elles sont incroyablement rares dans ce monde, donc si quelqu'un la voit utiliser de la magie de soin, elle pourrait devenir une cible. Une fois qu'Alice a fini de soigner Reynold, tout le monde retourne à ses occupations, mais Adam décide qu'il veut faire un peu d'exercice avant d'aller se coucher, et il n'y a pas de meilleure façon de faire ça qu'en affrontant un enfant de 4 ans. Ça semble méchant, mais Adam a entendu parler de la force d'Arthur, et il veut juste voir par lui-même, donc c'est juste un match d'entraînement. Adam dit à Arthur de se préparer, et il a déjà infusé sa lance avec du mana, donc Arthur fait de même. Le combat commence, Arthur canalise un peu de magie dans ses pieds, et juste au moment où il va s'élancer contre Adam, il disparaît et réapparaît derrière lui. C'était l'occasion parfaite pour Arthur de frapper, mais ses petits pieds d'enfant glissent sur le sol, donc il perd l'équilibre et Adam a le temps de se reprendre. Arthur et Adam commencent alors à s'affronter, mais on dirait bien que le budget animation était en déficit.
Bref, Arthur se fait repousser car son corps de tout petit est trop léger pour suivre un aventurier expérimenté, donc il est projeté dans les airs. Heureusement, les autres le sauvent avant qu'il ne touche le sol, et ils commencent tous à crier sur Adam pour avoir failli blesser Arthur, mais Adam dit qu'il ne pouvait pas se retenir parce qu'Arthur était trop fort. Il n'y a aucune raison pour qu'un enfant soit capable d'une telle force, donc il pense que Reynolds l'a entraîné comme un super soldat, mais en réalité, il ne lui a jamais appris à faire tout ça. Arthur l'a appris tout seul. À ce moment-là, Jasmine s'approche d'Arthur et le surprend sans le vouloir. Elle a été très impressionnée par le combat d'Arthur, alors elle lui demande de lui apprendre comment faire ce truc avec la magie dans les pieds. Arthur espérait garder sa technique secrète puisqu'il l'a maîtrisée dans sa vie passée, mais elle ne veut pas entendre non, et vu son regard, elle va l'harceler jusqu'à ce qu'il cède, donc il devra peut-être lui apprendre un jour. Le lendemain matin, le voyage continue comme prévu, et en route, ils prennent quelques pauses pour se détendre. Pendant ces pauses, Adam donne à Arthur quelques leçons de base sur la lance, et Hélène lui apprend à utiliser un arc quelques minutes plus tard. Et avec quelques leçons simples, il réussit à comprendre rapidement. La seule connaissance des armes qu'Arthur a de sa vie passée concerne l'épée, donc ces leçons lui sont vraiment utiles. Et comme il apprend beaucoup d'eux, il décide d'enseigner sa technique à Jasmine finalement. En canalisant la magie dans ses pieds et en utilisant la magie du vent en même temps, on peut augmenter sa vitesse de manière impressionnante. Et après l'avoir démontré une fois, Jasmine parvient à la reproduire parfaitement. Plus tard, Arthur lit un livre de magie dans la calèche, mais pour une raison quelconque, Jasmine est là aussi et le fixe. Et ce n'est pas une coïncidence, parce qu'elle saisit toutes les occasions possibles pour se rapprocher d'Arthur. Le lendemain matin, Jasmine offre un couteau à Arthur pour le remercier de lui avoir appris la technique, et il est clair qu'elle l'aime bien, puisqu'elle n'interagit généralement pas intentionnellement avec les gens. Quelques minutes plus tard, tout le monde remonte dans les calèches et ils poursuivent leur voyage, mais alors qu'Arthur lit son livre, la calèche est soudainement attaquée par des bandits. Ils sont attaqués par des bandits, et la calèche est complètement encerclée, donc ils n'ont nulle part où aller. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de capturer les femmes et les enfants pour les vendre comme esclaves, alors tous les bandits se ruent à l'assaut, et les aventuriers font de leur mieux pour les repousser. En termes de puissance brute, les cornes jumelles et Reynolds sont bien plus forts que les bandits individuellement, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour qu'ils puissent les vaincre seuls, donc tôt ou tard, ils vont être submergés. À un moment donné, Reynolds est projeté dans la calèche par le chef des bandits, et il est gravement blessé, alors Alice veut venir le soigner. Cependant, Reynolds lui dit de rester à l'écart car si les bandits découvrent son pouvoir, ils commenceront à la cibler. À la place, il demande à Arthur de prendre Alice et de fuir aussi loin que possible. Arthur ne veut pas laisser Reynolds derrière, mais ce dernier lui rappelle qu'Alice est enceinte d'un autre enfant et que la protéger doit être leur priorité absolue. Arthur comprend, et lorsque Reynolds donne le signal, il prépare sa magie pour fuir avec Alice, pendant que Reynolds retient les bandits. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de poursuivre Arthur et Alice, mais Reynolds refuse de les laisser passer et engage le combat avec lui. Le chef bandit avait réussi à mettre Reynolds à terre auparavant, mais cette fois, sa famille est en jeu, alors il ne compte pas se laisser faire. Pendant que Reynolds occupe le chef, quelques bandits moins importants tentent de poursuivre Arthur et Alice, mais Adam et Jasmine leur lancent des poignards et les éliminent pour permettre à Arthur de s'enfuir avec Alice. Tous font de leur mieux pour éloigner les bandits d'Arthur, qui, de son côté, tentent de mettre Alice en sécurité. C'est ironique de voir comment, dans sa vie précédente, il prenait sans se soucier des autres, et maintenant, il est obligé de fuir pour ne pas perdre quelqu'un qui lui est précieux. Après plusieurs minutes de fuite, Arthur pense qu'ils sont assez loin pour être en sécurité, mais il a tort. Un bandit les observe depuis une falaise, et celui-ci sait utiliser la magie. Il attaque Arthur et Alice avec un sort de vent. Arthur ne le remarque pas tout de suite, et quand il le voit, le sort est déjà lancé. La seule chose qu'il puisse faire est de pousser Alice hors de danger et de prendre le coup lui-même. La rafale le projette en arrière, et il est sur le point de tomber de la falaise. Avec son corps d'enfant, c'est une condamnation à mort. Mais s'il doit mourir, il ne partira pas seul. Alors qu'il chute, il prend le couteau que Jasmine lui a donné et le lance vers le bandit. Le couteau l'atteint, et la ficelle s'enroule autour de sa cheville, permettant à Arthur de l'entraîner dans sa chute. Les aventuriers tentent d'utiliser leur magie pour le sauver, mais il est déjà trop loin. Arthur est condamné. Alors qu'il tombe vers une mort certaine, il repense à sa vie et bien qu'il sache qu'il va mourir, il est empli d'une étrange sérénité, car il a réussi à protéger sa famille. Il comprend enfin pourquoi cet homme, dans sa vie passée, tenait tant à protéger les siens. Arthur n'a pas hésité une seconde à se sacrifier pour sauver Alice, et même s'il ne regrette rien, il aurait aimé survivre pour rester avec eux un peu plus longtemps. Après cette chute mortelle, Arthur parvient miraculeusement à sortir de la rivière et à se réfugier dans une grotte. Cependant, il se retrouve face à face avec un monstre terrifiant,
et il commence à regretter d'être venu ici pour s'abriter. Il tente une attaque furtive contre le monstre pour augmenter ses chances de survie, mais ce dernier le frappe en plein vol et lui dit de se calmer. Il explique à Arthur qu'il n'est pas maléfique et veut simplement être ami, mais la dernière fois qu'un inconnu m'a dit ça, je me suis retrouvé dans le fond d'une camionnette, alors je ne suis pas sûr qu'Arthur doive lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, il est toujours gravement blessé, et ses blessures ne guériront pas à moins qu'il ne mange quelque chose, alors le monstre commence à cueillir des fruits sur les parois de la grotte. Il dit à Arthur de manger les fruits, mais ce dernier ne fait pas confiance à des fruits poussant n'importe où sur un mur, alors il s'apprête à se lever pour trouver une échappatoire, mais à ce moment-là, ses blessures le rattrapent. Alors qu'il essaie de se relever, il entend un craquement et se met à pleurer à chaudes larmes. Le monstre lui dit d'arrêter de pleurer, car c'est déjà un miracle qu'il ait survécu à cette chute. Arthur a beaucoup de questions à poser, mais le monstre lui dit qu'il ne répondra à rien tant qu'il n'aura pas mangé les fruits. Il hésite d'abord, mais après avoir croqué dans la première baille, Arthur réalise qu'elles sont en fait plutôt bonnes. Une fois qu'il a fini de se goinfrer, Arthur se tourne vers le monstre et lui demande s'il sait quelque chose sur l'état actuel de ses parents. Le monstre explique qu'il ne peut pas quitter cette grotte, donc il ne peut pas aller vérifier pour Arthur. Mais il a une capacité qui lui permet de voir à très grande distance, alors il génère un écran et montre à Arthur que ses parents ont vaincu les bandits restants. Cela signifie qu'ils sont sains et saufs, et Arthur ne pourrait pas être plus heureux d'entendre une si bonne nouvelle. Il remercie le monstre de lui avoir appris que ses parents vont bien, et comme Arthur va être coincé ici un moment, il décide de se montrer amical avec lui. Le monstre s'appelle Sylvia, et elle s'avère être une personne vraiment gentille. Les jours suivants, Arthur reste ici, mange et se repose pour que ses blessures guérissent, pendant que Sylvia veille sur lui. Une fois son corps rétabli, Arthur veut rentrer chez lui au plus vite, mais selon Sylvia, il ne survivrait jamais seul au voyage de retour. Sa grotte se trouve actuellement en lisière de la forêt des elfes, et cette partie de la forêt est remplie de bêtes magiques et de bandits immoraux, qu'Arthur ne peut absolument pas affronter. Mais cela ne signifie pas qu'il est coincé ici pour toujours. Sylvia a la capacité d'ouvrir une faille dimensionnelle, donc elle peut renvoyer Arthur chez lui, ou du moins dans un endroit plus sûr que cette forêt, mais cela va lui prendre beaucoup de temps pour créer la faille, donc Arthur va devoir patienter jusqu'alors. Comme il n'a rien de mieux à faire, Arthur prend un bâton et commence à le brandir pour s'entraîner à l'escrime. Plusieurs jours passent, et bien qu'Arthur ait apprécié la compagnie de Sylvia, il n'a pas réussi à en apprendre davantage sur elle. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle ressemble à un monstre terrifiant, qu'elle se cache apparemment de quelque chose, et que c'est une personne très gentille. Après son entraînement à l'épée, Arthur va s'asseoir sur un rocher pour commencer à entraîner son mana. Sylvia est impressionnée qu'un enfant aussi jeune qu'Arthur ait déjà un noyau de mana, mais elle est sûre qu'il n'a jamais appris à faire ça. Elle tend la main, et une grande quantité de mana commence à s'accumuler dans sa paume. Arthur est émerveillé car Sylvia accumule du mana pendant qu'elle lance son sort, et s'il pouvait apprendre une telle technique, il deviendrait incroyablement puissant. Cela dit, avant même que Sylvia ne propose de lui enseigner, elle demande à Arthur ce qu'il compte faire du pouvoir qu'il obtiendra en apprenant cette technique. Arthur n'y avait jamais vraiment réfléchi auparavant, mais maintenant qu'il y pense, il se souvient comment sa famille et ses amis ont failli être anéantis par des bandits, alors il dit à Sylvia qu'il utilisera son pouvoir pour détruire quiconque ose s'en prendre à sa famille. Cependant, Sylvia n'aime pas cette réponse, alors elle lui donne une pichenette sur le front et le repousse. Elle dit qu'elle n'enseignera jamais sa technique à quelqu'un qui pense ainsi, mais Arthur ne comprend pas pourquoi elle est si contrariée, car c'est parfaitement naturel de vouloir tuer ses ennemis. Sylvia veut prouver son point, alors elle lève son doigt vers la tête d'Arthur et lui dit qu'elle pourrait facilement lui fendre le crâne avec, ou alors le toucher doucement. Elle demande à Arthur ce qu'il préfère, et Arthur ne voulant évidemment pas mourir, il dit qu'il préfère la caresse. Il est facile de laisser tes actes être guidés par la colère et la haine, mais une fois que tu cèdes, ta vie deviendra un cycle vide et sans fin de haine. Elle ne veut pas qu'Arthur gâche sa vie ainsi, alors elle lui redemande « Que feras-tu de ce pouvoir ?» Arthur y réfléchit à nouveau, et cette fois-ci il se concentre sur les sourires radieux de ses proches, alors il répond qu'il veut utiliser son pouvoir pour protéger ceux qui lui sont chers, et cette réponse plaît bien plus à Sylvia. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, un monstre très similaire à Sylvia semble être à sa recherche, et il est très proche de la trouver. Dans l'ancien monde d'Arthur, il était le roi, mais cela ne signifiait pas qu'il détenait tout le pouvoir. Les véritables maîtres étaient les sénateurs, donc Arthur n'était qu'un agent de guerre appelé à commettre des actes de violence innommables quand les sénateurs en avaient besoin, mais il n'a jamais aimé vivre ainsi. Revenons au présent. Sylvia apprend à Arthur comment utiliser sa technique, et après lui avoir montré comment faire, elle lui demande d'essayer par lui-même. Arthur commence à condenser le mana présent dans l'air ambiant, et une fois qu'il maîtrise le geste, il peut utiliser ce mana pour se renforcer. Il sent déjà la différence dans sa force, alors il court vers Sylvia pour la remercier de lui avoir enseigné cela. Cependant, Sylvia sent soudain quelqu'un approcher, alors elle pousse Arthur dans un tas de rochers et lui dit de rester silencieux.
Arthur ne comprend pas ce qui se passe, alors il jette un œil hors du tas de rochers et voit un autre monstre qui ressemble exactement à Sylvia. Sylvia semble savoir qui il est, et elle est surprise qu'il ait réussi à la trouver ici, mais le deuxième monstre ne veut pas perdre de temps et ordonne à Sylvia de le suivre. Cependant, Sylvia répond « Nan », alors il commence immédiatement à attaquer. Arthur veut aller aider Sylvia, mais il entend sa voix dans sa tête lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle. L'autre monstre essaie de convaincre Sylvia de coopérer, sinon il devra la tuer, mais Sylvia préfère mourir que de l'écouter, alors elle commence à charger son mana et révèle sa vraie forme. Il s'avère que Sylvia est un dragon, et sous cette forme, elle peut utiliser bien plus de pouvoir qu'avant. Elle envoie une énorme attaque sur l'autre monstre, qui la bloque, mais il lui dit qu'elle est stupide car, dans son état actuel, elle ne survivra pas à l'utilisation d'autant de puissance. Sylvia sait pertinemment qu'elle va probablement en mourir, mais cela ne la dérange pas car elle a vécu une vie longue et heureuse. Elle parvient à repousser l'autre monstre contre un mur, mais il n'est pas hors combat, alors il contre-attaque et envoie une pluie d'attaques sur Sylvia. Elle subit beaucoup de dégâts, mais à présent, elle s'inquiète plus pour Arthur que pour elle-même, car le combat se rapproche dangereusement de l'endroit où elle l'a caché. L'autre monstre lance une dernière attaque, et elle ne peut pas l'esquiver car elle toucherait Arthur, alors elle utilise toute sa puissance pour intercepter l'attaque et arrêter le temps temporairement. Pendant que le temps est arrêté, elle dit à Arthur de sortir de sa cachette. Arthur obéit car cela semble sûr, et il aimerait poser des questions sur tout ce qui se passe, surtout sur le fait qu'elle soit un dragon, mais il n'y a pas de temps pour ça. Son pouvoir de ralentissement temporel ne durera pas longtemps, alors elle doit faire sortir Arthur d'ici au plus vite. Elle ouvre la faille dimensionnelle qu'elle avait préparée, mais à cause de ses blessures et du manque de temps pour terminer le sort correctement, le portail mène au milieu de nulle part au lieu de chez Arthur. Elle essayait d'éviter de l'envoyer dans la forêt à cause du danger, mais elle n'a plus le choix. Quoi qu'il en soit, elle est confiante qu'Arthur peut survivre seul et rentrer chez lui grâce à la technique qu'elle lui a apprise, donc elle ne s'inquiète plus pour sa sécurité. Elle lui redemande ce qu'il compte faire de son pouvoir, et sans hésiter, Arthur répond qu'il ne l'utilisera que pour protéger sa famille, alors Sylvia est satisfaite qu'il n'utilisera pas son pouvoir pour des raisons égoïstes. Avant son départ, elle veut lui donner quelque chose, alors elle crée un œuf et une plume devant Arthur. Elle lui demande d'envelopper l'œuf dans la plume et d'en prendre grand soin, et comme cadeau d'adieu, elle imprime sa volonté sur le corps d'Arthur sous la forme de marques sur ses bras. Arthur est perplexe face à ces deux tatouages qui couvrent soudainement ses bras, mais Sylvia n'a plus la force de lui expliquer. Elle lui dit qu'il comprendra comment s'en servir un jour, mais malheureusement, elle ne sera plus là pour le guider. Elle s'excuse également auprès d'Arthur car, en vérité, elle aurait pu le téléporter chez lui dès son arrivée, mais elle s'amusait tellement en sa compagnie qu'elle ne voulait pas que ça se termine, et maintenant, elle l'a mis en danger à cause de sa décision égoïste. Arthur se sent horrible car il sait qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Sylvia, même si elle lui a tant appris. Peu importe qu'elle soit un dragon ou un monstre, pour lui, c'est un membre précieux de sa famille. Il lui dit qu'il la considère comme une mère, mais Sylvia lui rappelle qu'il a déjà une maman, alors Arthur propose qu'elle soit sa grand-mère. Sylvia ne s'attendait pas à ça, mais elle adore l'entendre l'appeler ainsi, alors elle demande à Arthur de le répéter, ce qu'il fait joyeusement. Sylvia est vraiment triste de ne plus revoir Arthur, mais le temps presse, alors elle le pousse vers le portail pour qu'il puisse y passer. Arthur comprend, alors il prend les cadeaux qu'elle lui a offerts et s'avance, mais à la dernière seconde, il change d'avis et essaie de convaincre Sylvia de venir avec lui, mais elle ne peut pas, alors elle ferme le portail et envoie Arthur. Le temps reprend son cours, et Sylvia est touchée par l'attaque de l'autre monstre, et les dégâts semblent mortels. Elle s'effondre au sol, mais le monstre n'est pas convaincu qu'elle soit morte car il sait qu'elle est trop puissante pour être vaincue par une telle attaque. Cependant, il baisse sa garde en s'approchant de son corps inerte, et dès qu'il est à portée, Sylvia utilise toute son énergie restante pour lancer une attaque qui l'incinère ainsi que tout dans un rayon d'1 mile. Pendant qu'Arthur est téléporté, il entend un dernier message de Sylvia. Elle lui demande s'il se souvient de ce qu'elle a dit sur la bonne manière d'utiliser son pouvoir, et Arthur s'en souvient, mais il est toujours très triste de ce qui s'est passé. Sylvia lui dit que le monde est un endroit triste, donc de telles choses arriveront parfois, mais c'est pour ça qu'Arthur doit le changer en mieux. Arthur proteste et lui dit qu'il est impossible pour lui de faire une telle chose, mais elle ne s'attend pas à ce qu'il change le monde immédiatement. Il peut y arriver pas à pas, après tout ce n'est pas la première fois qu'il prend le contrôle du monde. Sylvia est au courant de la vie passée d'Arthur en tant que roi, et bien qu'elle ne soit pas d'accord avec sa manière de gouverner à l'époque, elle est sûre que tant qu'Arthur ne se laisse pas consumer par la haine, il deviendra un grand roi qui rendra le monde meilleur. Peu après, Arthur se réveille par terre et jure qu'il accomplira la requête de Sylvia, mais avant cela, il doit trouver un moyen de sortir de cette forêt. Après avoir été téléporté dans la forêt des elfes, Arthur entreprend de rentrer chez lui. Mais alors qu'il marche, il entend soudain un cri à glacer le sang à l'autre bout de la forêt. On dirait qu'il provient d'une petite fille, alors il rassemble immédiatement du mana dans ses pieds et commence à courir pour aller voir ce qui se passe.
Il saute dans un grand arbre pour avoir un bon point de vue, et une fois là-haut, il peut clairement voir un groupe de bandits en train de kidnapper une petite fille. Elle a essayé de s'enfuir, mais les bandits l'ont déjà attrapée et lui couvrent la bouche pour l'empêcher de crier. Comme la fillette est une elfe, ils ont l'intention de la vendre comme esclave sur le marché noir pour un énorme profit dès qu'ils quitteront la forêt, alors ils l'attachent et la mettent à l'arrière de leur chariot. Alors qu'Arthur assiste à la scène, il a des flashbacks du moment où lui et sa famille ont été attaqués par des bandits. Il se souvient d'avoir entendu les bandits parler de les garder en vie, lui et les femmes du groupe, afin de les vendre comme esclaves plus tard, et cela le met vraiment en colère. La première pensée qui lui vient à l'esprit est qu'il devrait massacrer tous les bandits pour avoir commis un crime aussi odieux, mais il se souvient de ce que Sylvia lui a dit à propos du contrôle de sa rage, alors il prend un moment pour réfléchir et se calmer. Il se rend compte que s'il attaquait tout de suite, il mettrait la vie de la jeune fille en danger, alors il décide d'être patient et d'attendre la bonne occasion pour frapper. Tous les bandits montent dans leur carrosse pour sortir de la forêt, et Arthur les suit de près dans l'ombre. À la tombée de la nuit, les bandits sont obligés de faire une pause et d'établir un camp car ils ne peuvent pas voyager dans l'obscurité, et Arthur se demande s'il doit continuer à les suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent une ville humaine ou s'il doit les attaquer maintenant. Mais il entend le bandit dire que sa race préférée est celle des elfes, et Arthur se rend compte qu'il ne peut pas prendre le risque de les laisser seuls avec la fille plus longtemps. Cependant, il doit attendre que la nuit tombe avant de passer à l'action. Arthur s'assied donc et commence à méditer pour se préparer à toutes les accusations de meurtre qu'il est sur le point de recevoir. Une fois la nuit tombée, Arthur ouvre les yeux et commence à préparer son attaque. Il remarque que les bandits tiennent en laisse un groupe de loups à cornes, et il trouve étrange que les loups obéissent sans résistance à un groupe d'humains. En les observant de plus près, il se rend compte qu'ils portent des colliers magiques qui les obligent à obéir, et qu'il peut utiliser cela à son avantage. Les bandits entendent leur loup hurler là-bas, et le chef ordonne à l'un de ses hommes de se dépêcher et d'aller faire taire ces satanés loups. Le bandit se lève immédiatement et donne un coup de pied dans le cou d'un des loups pour qu'il arrête d'aboyer, et à la seconde où le bandit est distrait, Arthur saisit l'occasion. Il invoque une manablade avant de sauter derrière le bandit, et en quelques secondes, le bandit a été tailladé à mort. Arthur prend ensuite l'arme du bandit et, alors qu'un autre vient voir ce qui se passe, Arthur lui saute sur le dos et lui tranche la gorge. Cela fait déjà 2 bandits à terre, mais le corps d'Arthur est déjà épuisé, il doit donc en finir rapidement. Juste à ce moment-là, un autre bandit vient voir pourquoi les 2 autres prennent tant de temps, alors Arthur essaie de le tuer à l'instinct, mais malheureusement, il manque les organes vitaux, alors le gars crie et alerte les autres bandits de la présence d'Arthur. Le chef des bandits se rend compte qu'Arthur est un mage, il sait donc que le combat ne sera pas facile, mais il ne veut pas non plus tuer Arthur car vendre un mage au marché noir lui rapporterait encore plus d'argent que la fille elfe. Le chef des bandits commence à canaliser la magie dans ses bras et frappe Arthur, qui recule et tente de riposter avec un coup de pied, mais le chef des bandits parvient à esquiver. Arthur tente de le prendre au dépourvu en lui lançant son couteau, mais le bandit l'attrape et s'en sert contre lui. Arthur est alors projeté au sol et le bandit le soulève par les chevilles pour le narguer. Il dit à Arthur qu'il n'est pas de taille à affronter un adulte en termes de force, et Arthur se rend compte que le bandit a raison, alors il décide d'attaquer avec sa magie à la place. Il lance une boule de feu juste au-dessus du genou du bandit, et tandis que celui-ci hurle de douleur, Arthur lui plante son couteau dans la tête. Il ne reste plus qu'à achever le bandit qu'Arthur a blessé plus tôt, et une fois qu'il est mort, Arthur va voir comment va la jeune fille dans le carrosse. La jeune fille a les yeux bandés pendant tout ce temps, car elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc Arthur lui dit qu'il s'est occupé de tous les bandits et qu'elle est maintenant en sécurité. Elle s'appelle Tessia, et alors qu'Arthur la fait sortir du carrosse, il lui dit qu'elle peut rentrer chez elle, mais Tessia remarque soudain du sang sur la main d'Arthur, et elle s'inquiète vraiment pour lui. Arthur se rend compte qu'il est normal que les enfants soient horrifiés à la vue du sang, et que ce n'est peut-être pas une bonne idée de la laisser voir tous les cadavres qui jonchent le sol. Il demande à Tessia d'attendre ici 1 minute et va recouvrir tous les corps des bandits avec une bâche. Elle demande à Arthur ce qu'il est advenu des gens qui l'ont enlevé, et Arthur ne veut pas admettre qu'il les a tués, alors il se contente de dire qu'ils ont eu un petit accident et qu'ils ne l'ennuieront plus. La jeune fille ne semble pas avoir d'autres questions, alors Arthur récupère ses affaires dans le chariot des bandits et lui dit au revoir car il doit continuer à rentrer chez lui. Mais Tessia lui prend le bras et le supplie de rester car elle ne veut pas rester seule. Si Arthur la laisse seule ici, elle risque de se faire dévorer par les fantômes des arbres ou quelque chose du genre. Il lui demande si elle sait comment rentrer chez elle, et elle sait comment s'y prendre, mais elle n'a aucune idée du temps qu'il faudra pour arriver à son village. Arthur n'aime pas l'idée de faire un détour, mais il sait aussi qu'il n'y a aucune chance que Tessia rentre vivante chez elle s'il ne l'aide pas, alors il finit par accepter de la raccompagner. Arthur regarde les loups que les bandits ont capturés et envisage brièvement de les utiliser comme moyen de transport, mais il n'a aucune idée de la façon de contrôler un loup, alors il veut simplement les laisser derrière lui. Cependant, Tessia dit qu'il devrait au moins enlever les colliers magiques des loups pour qu'ils puissent retourner dans la forêt. Arthur l'avertit que les loups pourraient attaquer une fois qu'elle aura enlevé les colliers,
Mais elle pense que tout ira bien puisqu'elle n'a rien fait pour les mettre en colère, et qu'en tant qu'habitante de cette forêt, c'est son travail de prendre soin des créatures qui y vivent. Elle finit par retirer les colliers des loups, et comme on peut s'y attendre, les loups retournent paisiblement dans la forêt. Le lendemain matin, Arthur et Tessia commencent à marcher en direction du village des elfes, et au bout d'un moment, ils font une pause pour manger. Arthur prépare un petit ragoût et dit à Tessia qu'elle doit le manger, car elle aura besoin d'énergie pour le long voyage qui l'attend. Tessia trouve que le ragoût sent bizarre, mais Arthur n'est pas vraiment un chef de classe mondiale, il n'est fait que de viande séchée et de sel, donc il n'a pas bon goût, mais c'est mieux que rien. Tessia demande à Arthur pourquoi il est venu dans la forêt d'Elchir, car il est rare que des humains viennent ici, et encore moins un enfant seul. Alors Arthur explique comment il a été séparé de sa famille et s'est retrouvé ici. Pendant qu'ils en parlent, Arthur demande à Tessia ce que c'est que de vivre dans le royaume d'Elnoir, et elle adore cet endroit. Tous ses parents sont souvent occupés par leur travail, et elle passe donc la plupart de son temps avec son serviteur et son grand-père. Ils continuent leur voyage, mais comme Tessia ne sait pas à quelle distance se trouve son village, il est difficile d'évaluer la durée de ce voyage. Et pour ne rien arranger, les loups que Tessia a libérés les suivent depuis un moment déjà, si bien qu'Arthur regrette de ne pas les avoir tués dès le départ. Cette nuit-là, Arthur décide de monter la garde à l'extérieur de la tente pour s'assurer que les loups n'attaquent pas Tessia et lui pendant leur sommeil, mais au bout d'un moment, Tessia sort la tête et demande à Arthur de venir se coucher. Arthur lui répond qu'il n'a pas sommeil et qu'il va donc monter la garde ici, mais elle a bien trop peur d'être seule, alors elle le supplie de venir à l'intérieur de la tente avec elle. Arthur finit par céder et décide de monter la garde à l'intérieur de la tente pour le bien de Tessia. Elle essaie de faire semblant de ne pas avoir peur, mais elle exige aussi qu'Arthur reste toujours à ses côtés. Avant d'aller se coucher, elle veut en savoir un peu plus sur le royaume des humains. Elle demande donc à Arthur s'il est vrai que tous les humains sont des pervers qui épousent plusieurs femmes. Arthur est surpris d'entendre Tessia dire cela et lui demande d'où elle tient cette information, ce à quoi elle répond que c'est son grand-père qui la lui a raconté. Arthur ne peut pas nier qu'il existe des gens comme ça, notamment dans la famille Grary, mais pour la plupart, les humains sont des gens modestes. Tessia croit Arthur, elle se retourne et s'endort immédiatement. Les loups n'ont pas attaqué, et au matin, Arthur et Tessia se sont levés et ont continué leur voyage. Tessia s'est vraiment rapprochée d'Arthur ces derniers jours, et maintenant qu'elle a eu l'occasion d'oublier les marchands d'esclaves, elle semble beaucoup plus heureuse, bien qu'elle soit toujours aussi nulle en matière de survie, car elle ne peut même pas traverser un ruisseau toute seule, et c'est Arthur qui doit la porter pour le faire. Soudain, Arthur est pris d'une étrange douleur lancinante dans la poitrine, et il n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Tessia, inquiète, part à la recherche d'herbes médicinales qui pourraient l'aider, mais Arthur ne pense pas qu'il s'agisse d'une maladie ordinaire. Alors qu'il est appuyé contre un arbre, le loup de tout à l'heure apparaît, et Arthur commence à paniquer car il n'est pas en état de le combattre s'il décide d'attaquer tout de suite. Tessia revient bientôt avec les herbes, et Arthur l'avertit de ne pas s'approcher car le loup pourrait être dangereux, mais à sa grande surprise, le loup laisse tomber un cochon mort devant Arthur et s'en va. Arthur est confus de ce qui vient de se passer, mais Tessia suppose que le loup essayait de le remercier pour son aide plus tôt. Ce soir-là, Arthur et Tessia installent leur campement et dégustent de la viande rôtie au coin du feu. En cherchant des herbes médicinales, elle a trouvé des champignons et en offre à Arthur. Mais il n'aurait probablement pas dû accepter ces étranges champignons, car ils lui ont donné la diarrhée. Une fois qu'Arthur a fini de se vider les tripes, il est vraiment fatigué et il est à deux doigts de s'évanouir, mais Tessia continue de lui parler. Elle raconte à Arthur que son grand-père lui lisait des livres d'histoire sur les royaumes humains et nains, et qu'elle a toujours voulu visiter ces endroits, mais qu'elle n'en a jamais eu le droit, car les elfes ne font pas confiance aux gens des autres races. À ce moment-là, Tessia se rend compte qu'Arthur n'a pas écouté un seul mot de ce qu'elle a dit, mais elle sait qu'il a simplement sommeil, alors elle le recouvre d'une couverture et lui souhaite une bonne nuit. Le lendemain matin, ils poursuivent leur voyage, mais la douleur dans la poitrine d'Arthur s'intensifie. Tessia s'excuse de ne pas pouvoir l'aider, mais Arthur lui dit que ce n'est pas grave. Changeant de sujet, Tessia demande à Arthur si elle peut l'appeler Artie, puisqu'elle le considère comme un ami. Après tout, ils ont passé beaucoup de temps ensemble et sont devenus très proches. Arthur dit que cela ne le dérange pas d'être ami avec elle, et Tessia est surprise qu'il n'ait pas beaucoup réagi. Arthur jure alors, en plaisantant, de chérir chaque moment où la grande dame Tessia pensera à lui comme à un ami, mais cela la contrarie, et elle dit à Arthur d'arrêter de se comporter de façon aussi puérile. Arthur trouve drôle qu'elle dise cela alors que c'est elle qui l'a supplié de rester à ses côtés en permanence parce qu'elle avait peur, mais Tessia lui répond que c'est tout à fait différent. Blague à part, maintenant qu'Arthur y pense, Tessia est la première amie qu'il se soit jamais faite. Même dans son ancien monde, les gens avaient tellement peur de lui qu'il n'a jamais vraiment eu quelqu'un qu'il pouvait appeler un ami jusqu'à présent. À ce moment-là, Tessia aperçoit quelque chose qui lui semble familier, et elle dit à Arthur de venir jeter un coup d'œil. Arthur s'approche,
s'attendant à voir un bâton cool ou quelque chose du genre, mais à sa grande surprise, il se trouve devant un énorme arbre au milieu duquel se trouve un portail. Tessia explique à Arthur qu'il s'agit de l'entrée du village des elfes, et lui tend la main pour qu'il vienne avec elle. C'est la fin de l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.